parle, c'est pas seulement une image, mais c'est aussi un mécanisme discursif. J'ai plusieurs auteurs, mais j'ai choisi d'expliquer ce motif qui a à partir de la deuxième vague féministe, et puis les échos que ça a après ça, ou que ça n'a pas, on va voir, là, chez Nelly Arcan. Donc, c'est savoir comment le motif, le sexe qui parle, a une visée et un impact féministe chez les auteurs de la deuxième vague, et comment après ça échoue dans l'abjection dans les romans de Nelly Arcan. Donc, pour faire très court et très caricatural, on pourrait dire que les origines du motif du sexe qui parle se perdent sans doute dans le phallogocentrisme. Donc, ouais, sexe qui parle, une vulve qui parle, je vais juste préciser, parce que j'ai pas d'image, on ne sait pas, là. Il pourrait y avoir ça pourrait être flou. Donc, je vais renvoyer brièvement au fabliau médiéval du chevalier qui fit parler les contes. Alors, c'est un récit qui a inspiré après ça, par exemple, les bijoux indiscrets de Diderot. Donc, dans ce fabliau, les sexes des femmes ou des juments se mettent à parler à l'appel d'un chevalier doté d'un pouvoir spécial. Donc, le sexe parlant se fait alors l'allié du chevalier contre le gré de la femme, qui est effrayé d'entendre son sexe parler, celui-ci la trahissant même à l'avantage du chevalier. Bref, le sexe parlant performe, on pourrait dire, l'aliénation dont est victime la femme et la jument, d'ailleurs, autre à elle-même dans son propre sexe, à cause du pouvoir que le chevalier détient sur elle. Maintenant, on saute au contexte théorique et poétique de la seconde vague féministe. Et ici, le sexe qui parle devient un mécanisme à l'œuvre dans l'écriture du corps. Donc, brièvement, donc, avec la deuxième vague, naît une littérature des femmes qui raconte l'intime et l'indicible de l'expérience corporelle féminine, notamment sexuelle. Or, le sexe, c'est la source même de la honte ou encore de la désappropriation de soi par une altérité, que ce soit l'honneur, la reproduction, la famille, l'hystérie. Et donc, l'écriture du corps, c'est une énonciation émanant du lieu même de l'aliénation pour la subvertir. Et donc, de cette écriture du corps peut naître un sujet doté d'une agentivité, ce qui rend enfin possible, on le suppose, ou on l'espère, une identité féminine viable, habitable, bref. Donc, un premier exemple d'auteur de la deuxième vague, c'est Hélène Cixous, donc, dans Le rire de la méduse et autres ironies, publié en 1975. Donc, c'est un manifeste pour l'écriture féminine. Dans ce livre, Cixous appelle les femmes à écrire du sexte afin de conjurer la conception freudienne du sexe féminin. Donc, Laurence en a déjà parlé, mais vous le savez sans doute déjà, pour Freud, le sexe féminin est un irreprésentable, car il produit la médusation de celui qui le regarde. Cixous va subvertir cette notion de sexe méduse. La méduse, qui est un personnage dans son essai, elle écrira son corps, elle écrira donc un sexte qui pétrifiera tous les percés de ce monde. Je cite, « Qu'ils tremblent, les prêtres, on va leur montrer nos sextes ». Donc, la notion de sexte établit une équivalence entre parler de son corps et parler de son sexe, et reprend la métonymie habituelle par laquelle la femme est signifiée par son sexe, donc le sexe faible, le beau sexe par exemple. Mais ce n'est plus un sexe passif ou agi par autrui, c'est un sexe qui s'exprime par lui-même, subvertissant donc le motif médiéval du con qui parle. Alors, je cite Cixous, « En s'écrivant, la femme fera retour à ce corps qu'on lui a plus que confisqué, dont on a fait l'inquiétant étranger de la place, le malade ou le mort. À censurer le corps, on censure du même coup le souffle, la parole. » Donc, bref, chez Cixous, le sexe auparavant muet et caché, en prenant la parole, en se montrant, met fin à l'aliénation. La femme peut se constituer en sujet à partir de cela même qui lui était dénié. Donc, deuxième auteur, Luce Irigaray, dans Ce sexe qui n'en est pas un, publié en 1977. Donc, l'auteur en appelle aussi à une écriture féminine qui permettrait au sujet de se constituer et d'écrire sa sexualité en dehors du phallogocentrisme. Elle instaure une équivalence entre les lèvres de la bouche et les lèvres du sexe, ce qui l'amène ensuite à poser comme équivalente la parole de la femme sur son sexe et la parole du sexe féminin sur la femme. Donc, je cite, « Et si, par chance, vous aviez l'impression de n'avoir pas déjà tout compris, alors peut-être laisseriez-vous vos oreilles entr'ouvertes pour ce qui se touche de si près qu'il en confond votre discrétion. »
Donc, Irigaray dote alors la parole féminine d'une agentivité qui n'est pas sans problème, comme celle proposée par Cixous aussi amenait son lot de problèmes d'ailleurs, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, l'agentivité proposée par Irigaray prend sa source dans ce qu'elle appelle le corps-sexe de la femme. Donc, je cite encore, « Elle est indéfiniment autre en elle-même. De là vient sans doute qu'on la dit fantasque, incompréhensible. Sans aller jusqu'à évoquer son langage, où elle part dans tous les sens, sans qu'il y repère la cohérence d'aucun sens. C'est que dans ses dires aussi, la femme se retouche tout le temps. » Donc, avec cet extrait, c'est évident, c'est facile de voir pourquoi l'essai, ce sexe qui n'en est pas un, était vraiment pas accepté par toutes les féministes et a causé plein de controverses. Donc, par ailleurs, chez cet auteur, le sexe parlant énonce ce que serait une expérience sexuelle spécifiquement féminine, permettant une réappropriation de cette sexualité. Et en retour, sa conception de la parole féminine découle de sa compréhension du désir féminin, centré sur le toucher. Irigaray va donc jusqu'à instituer la parole comme lieu de jouissance chez la femme. Ce motif du sexe parlant, cette parole et cette jouissance féminine témoignent de son projet d'une ontologie féministe qui s'opposerait au... Ben là, c'est un gros... parce qu'il fallait aller vite, là. Donc, une ontologie féministe qui s'opposerait au monolithe phallique de la philosophie occidentale et patriarcale, bref, ce qui s'opposerait au phallogocentrisme. Ainsi, la notion des lèvres chez Irigaray permet d'aligner et de faire parler ou de se toucher entre eux les enjeux de la corporalité, donc sexualité, désir, avec les enjeux du discours, la subjectivité, la raison et le pouvoir. Donc, c'est quand même un projet ambitieux. Maintenant, troisième auteur, pour parler du motif du sexe qui parle, Nelly Arcan. Je vais d'abord parler de folle et putain, mais on aurait aussi pu parler de à ciel ouvert. Donc, Nelly Arcan reprend le motif du sexe qui parle dans ses romans. Elle s'inscrit donc dans la lignée de l'écriture du corps à visée féministe et identitaire inaugurée par la deuxième vague. Chez elle aussi, la femme est signifiée mécaniquement par son sexe. Donc, vous avez peut-être entendu parler, bon, les femmes vulves, les chattes intégrales. Or, l'effet obtenu est contraire à celui désiré par les auteurs de la deuxième vague. Chez Arcan, le motif du sexe qui parle donne lieu à un processus d'abjection, donc de destruction, on pourrait dire. Dans Putain, par exemple, les hommes croient, je cite, qu'ils sont les seuls à savoir faire parler la fente des femmes, ce qui nous ramène au fabliau, donc au motif dans le fabliau médiéval, à Diderot aussi. Mais la narratrice répète ce discours sans être capable de se déprendre de l'état d'aliénation qui l'accompagne. Donc, je cite, « Mon corps est réduit à un lieu de résonance, et les sons qui sortent de ma bouche ne sont pas les miens. Je le sais car ils répondent à une attente, au souhait de ma voix qui bande, de ma fente rendue audible pour que des queues s'y abîment, pour qu'elles se perdent dans mes gémissements de chienne, lâchés exprès dans le creux d'une oreille. » Donc, Arcan dépeint les femmes comme dépossédées d'elles-mêmes. Leur corporalité et leur sexualité sont aliénées par ce qu'elle appelle la putasserie, qui les rend abjectes. Ce faisant, la corporalité et la sexualité féminine sont aussi abjectées par le texte d'Arcan même. Donc, abjectées, c'est-à-dire dévaluées, dégradées, puis expulsées hors de la sphère du propre, vers ce qui est extérieur à soi. Je fais un clin d'œil à l'abjection selon Kristeva. Différents procédés font en sorte que l'écriture est une abjection chez Arcan. Par exemple, dans Putain, l'écriture du corps, c'est un hurlement provenant d'on ne sait quel organe et qui ne parvient pas à créer une subjectivité viable. L'abjection se fait aussi sur le mode du vomissement. Je cite, « Je leur ai appris que vomir pouvait être une façon d'écrire et ils m'ont fait comprendre que le talent pouvait soulever le cœur. » Si la narratrice de Putain de folle, au lieu d'écrire, vomit sa putasserie, sa féminité abjecte, son dégoût de vivre, elle anéantit du même coup les derniers lambeaux de subjectivité qui lui restaient. Donc, je cite, « Écrire ne sert à rien qu'à s'épuiser sur de la roche. Écrire, c'est perdre des morceaux, c'est comprendre de trop près qu'on va mourir. » Alors, le texte prend fin, en fait, plusieurs Putain et folle, c'est des textes qui prennent fin, non parce que le récit de soi est arrivé à sa conclusion, mais parce que la voix narrative se supprime elle-même, ou du moins annonce qu'elle va se supprimer. Alors, une minute. Voilà, parfait. Donc, au lieu de libérer la femme et sa sexualité de l'abjection dont le phallogocentrisme les a accablés, par un mécanisme de transgression et de subversion des représentations qui mènerait à une relève vers autre chose, une naissance à soi, une reprise de pouvoir, comme les auteurs de la seconde vague le souhaitaient,
Chez Arcan, le motif du sexe qui parle renforce l'abjection du féminin en la répétant, ce qui finit par abjecter, détruire la narratrice et son discours. Si l'écriture du corps était une arme chez Cixous ou encore une source de jouissance chez Irigaray, mais aussi plus généralement pour les féministes de la seconde vague, chez Arcan, l'arme se retourne constamment contre soi, répétant la souffrance et l'aliénation jusqu'à la mort.